Et ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas honteux, c'est un génocide. Et ça porte un nom, et ce nom doit être crié haut et fort. Il suffit de regarder les diplomates de carrière ou les fonctionnaires civils qui gèrent les dossiers États-Unis-Israël. Ils sont tous juifs, et tous affiliés à des groupes de conseils juifs américains ou sionistes américains. Ils sont tous... Il faut regarder attentivement l'Iran. L'arsenal de missiles de l'Iran est énorme. Ils pourraient raser Israël en une journée. Ils ont les moyens de faire la guerre. Mais ils ont choisi à maintes reprises de ne pas faire la guerre. Et je l'ai dit 1000 fois, personne au Moyen-Orient ne veut la guerre, à part Israël et les États-Unis. Scott Ritter, bienvenue. Mon cher ami, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi avant qu'on aborde certains des sujets que tu traites dans ton nouveau livre. Et avant d'en arriver là, c'est Highway to Hell. Avant de parler de l'Iran peut-il survivre à Donald Trump, je veux d'abord te poser une question sur le pape. Y a-t-il une quelconque signification géopolitique dans la mort du pape François, ou, dit autrement, le Saint-Siège? C'est le nom réel du pays, de la cité-État. A-t-il une quelconque capacité à influencer les événements géopolitiques? Eh bien, le pape n'a pas d'armée, et c'est un problème quand on veut influencer les événements géopolitiques, car au bout du compte, il s'agit bel et bien de bottes sur le terrain. Ce que le Vatican, le Saint-Siège, le pape a pour lui, c'est l'autorité morale. L'Église catholique est l'Église fondatrice de la religion chrétienne. Elle exerce une influence à l'échelle mondiale. Même si peut-être en Occident la fréquentation des églises diminue, la foi catholique résonne encore en Afrique, en Asie et ailleurs. Et donc, la parole du pape est quelque chose que les gens écoutent et à laquelle ils adhèrent. Et la mesure dans laquelle le Saint-Siège a un poids géopolitique dépend du fait qu'il émet un message cohérent, fondé moralement, qui résonne dans le monde entier, jusqu'à se manifester politiquement dans leurs nations respectives. Je pense que le pape a toujours été, ou du moins récemment, réticent à être perçu comme s'ingérant dans les affaires politiques internes des nations. Mais le pape, tu vois, on le voit intervenir sur des sujets qui ont toujours été sensibles pour la foi catholique, l'avortement et ce genre de choses. Si le pape s'exprimait avec la même constance, et même si, je suppose dernièrement, ils ont été trop constants là-dessus, mais avec la même ferveur sur la question de la paix, il aurait peut-être plus de poids géopolitique. Mais aujourd'hui, je pense que l'Église catholique, le Vatican, le Saint-Siège ont manqué une opportunité parce qu'ils ne se sont pas exprimés sur ces grandes questions existentielles de notre époque, la guerre et la paix. Le pontificat a été à peu près silencieux. Voilà ce que le média NPR a dit. Je sais, c'est NPR, mais voilà ce qu'ils ont dit. Le pape François a exprimé des critiques virulentes à l'égard de la campagne militaire d'Israël à Gaza. Le mois dernier, il a qualifié la situation humanitaire là-bas de honteuse, et il a déclaré qu'il devrait y avoir une enquête pour déterminer si les actions d'Israël à Gaza constituent un génocide. Ce passage que je viens de te lire, cet extrait que je t'ai cité, date du 19 février 2025, donc il y a 2 mois. Il a dit qu'il faudrait une enquête pour déterminer si cela constitue un génocide. Il n'a pas dit clairement que ça en était un. Il aurait dû se rendre là-bas lui-même ou envoyer, il est trop malade, envoyer le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, et se tenir devant Netanyahou pour lui dire « Stop ». Oui, quand on a des déclarations aussi faibles, parce que c'est une déclaration faible, c'est comme si moi j'appelais l'ouragan Katrina une tempête de vent. Quand on a des tempêtes de ce genre, on devrait s'inquiéter. Non, c'est pas une tempête de vent, c'est un ouragan. Et ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas honteux, c'est un génocide. Et ça porte un nom, et ce nom doit être crié haut et fort. Le pape est une figure d'autorité morale, et le fait qu'un personnage de son envergure appelle ce qui se passe à Gaza par son vrai nom
aurait des conséquences géopolitiques. Mais le fait de tout édulcorer comme il le fait, ça dilue l'impact et l'efficacité que le pape et le Saint-Siège pourraient avoir. Je passe à l'Ukraine avant qu'on en arrive à l'Iran. Notre secrétaire Rubio, selon toi, est-ce que Rubio et le président Trump sont sérieux quand ils disent vouloir couper le robinet de l'aide militaire, peut-être dès cette semaine? Est-ce que ça va enfin se produire? Eh bien, je n'ai pas entendu le président le formuler clairement. Je pense avoir entendu Marco Rubio dire des choses que beaucoup de gens interprètent comme ils veulent. Je veux juste rappeler que le secrétaire Rubio n'a jamais été l'acteur principal des négociations entre l'Ukraine et la Russie. C'est Steve Witkoff. Et je n'ai pas entendu M. Witkoff faire une déclaration de ce genre. Je n'ai pas entendu non plus le président s'exprimer aussi explicitement que Rubio. Je pense qu'il y a un peu d'improvisation en ce moment de la part du secrétaire d'État et de son équivalent idéologique, le général Keith Kellogg, qui s'est lui aussi exprimé sur le sujet. Mais tant que je n'entends pas le président dire les choses clairement, je pense qu'il ne s'agit que de manœuvres politiques provenant d'un camp qui a toujours été mal à l'aise avec cette initiative de paix portée par le président. Je vais te faire écouter ce que le secrétaire Rubio a dit vendredi, le vendredi saint, et ensuite, je vais te faire écouter ce que le président a dit ce même jour, après avoir entendu ce que Rubio avait déclaré. On ne va pas continuer à voyager dans le monde entier, faire réunion après réunion après réunion. Il n'y a aucun progrès. Donc, si une des deux parties ou les deux sont sérieuses au sujet de la paix, on veut aider. Si ce n'est pas le cas, alors on passera à autre chose. On passera à d'autres sujets qui sont tout aussi importants, voire plus importants à certains égards pour les États-Unis. Je pense que du point de vue américain, on a passé 3 ans, dépensé des milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Mais là, on est à un stade où on doit se concentrer sur d'autres priorités. On est prêt à rester engagé aussi longtemps qu'il le faudra, mais pas indéfiniment, pas sans progrès. Si ce n'est pas possible, il va falloir passer à autre chose. Je pense que le président est convaincu qu'on a accompli énormément. En 80 jours, on a fait plus que Biden n'a jamais fait pour mettre fin à cette guerre. Le secrétaire Rubio a dit que les États-Unis devront déterminer si un accord peut être conclu entre la Russie et l'Ukraine dans quelques jours, ou sinon, ils passeront à autre chose. Oui, tout à fait. Combien de jours exactement? Pas de nombre précis, mais vite. On veut que ce soit terminé. Si, pour une raison quelconque, une des deux parties complique trop les choses, on dira « vous êtes stupides, vous êtes des imbéciles, vous êtes des gens horribles », et on laissera tomber. Mais j'espère qu'on n'aura pas à en arriver là. Et Marco a raison de dire qu'on veut que ça se termine. Eh bien, il y a plus d'alignement entre eux que ce que je pensais. Je pense que la cible ici, c'est l'Ukraine. C'est elle la partie horrible. Ce sont eux qui causent les problèmes. Ce sont eux qui refusent d'affronter la réalité. Et donc ce seraient les États-Unis qui se retireraient de l'Ukraine, ce qui représenterait une immense victoire pour la Russie. Cela accélérerait une victoire militaire russe. Mais ça mettrait les États-Unis dans une position plus délicate vis-à-vis de l'Europe. Car en fermant une voie d'action frustrante, on va ouvrir tout un nouveau nid à problèmes avec l'Europe. Donc on verra ce qui se passe. Si le président coupe le robinet de l'aide militaire, et rappelle-toi que la loi votée par le Congrès sous l'administration Biden, dont une des autorisations datait tout à la fin de son mandat, stipule que c'est laissé à la discrétion du président. Alors le président peut fermer ce robinet quand il veut. S'il le ferme, qu'en est-il du général Cavoli et de tous ces hommes en Allemagne qui planifient et préparent l'assaut militaire? Et qu'en est-il du renseignement américain sur le terrain en Ukraine et en Russie? Est-ce qu'ils s'arrêtent eux aussi?
Eh bien, je pense que les hommes du général Cavoli ne sont déjà plus impliqués dans la planification opérationnelle. Ça se faisait via le groupe de contact de Ramstein. C'était l'aspect logistique, mais ça alimentait toute la coopération. Je pense que les Britanniques ont pris le relais là-dessus. Et donc, aujourd'hui, la planification opérationnelle se fait sous direction britannique, avec un soutien français, et les Américains restent en retrait. Ce qui est une position frustrante pour Cavoli, puisqu'il est le commandant des forces de l'OTAN. Et pourtant, il doit s'effacer à cause de son statut d'Américain. Nous, on fournit du renseignement. Mais d'après ce que je comprends, c'est surtout à des fins défensives, c'est-à-dire des alertes précoces sur les lancements de missiles russes, pour que les Ukrainiens puissent activer leur système de défense aérienne. Mais on ne fournit plus les données de ciblage qu'ils utilisaient pour frapper la Russie avec leurs missiles d'attaque, leurs HIMARS, ou même avec leur artillerie. Il y a donc une réduction importante du soutien à l'Ukraine. Avant qu'on passe à l'Iran, Pete Hegseth semble encore une fois dans la tourmente. Le New York Times rapporte et cite comme source 3 personnes qu'il a licenciées. Ok, elles ne sont pas contentes d'avoir été virées, mais elles étaient très proches de lui. Ce n'étaient pas des subalternes. L'accusation, c'est qu'une fois encore, il aurait publié des plans d'attaque militaire sensibles sur un site non sécurisé auquel sa femme, son frère et son avocat personnel avaient accès. Il faisait partie du groupe qui recevait les messages. Et puis, lorsqu'on l'a confronté à cela à la White House Easter Egg Roll, ok, ces événements un peu absurdes, je ne sais pas pourquoi il y était, mais à cet Easter Egg Roll, il a déclaré ceci, extrait numéro 7. Vous savez, quelle surprise qu'un groupe de quelques fuyards se fasse virer et que soudain, une série d'articles à short venant des mêmes médias qui ont colporté le Russia Hoax et qui ne rappellent jamais leurs sondeurs. Ils avaient des sondeurs pour une montagne de mensonges. Des sondeurs pour une montagne de mensonges et de fausses infos encore et encore. Et pendant qu'ils diffusent ces mensonges, personne ne les confronte. Voilà ce que font les médias. Ils prennent des sources anonymes d'anciens employés frustrés, puis essaient de démolir les gens, de ruiner leur réputation. Ça ne marchera pas avec moi. Les attaques anonymes d'ex-employés frustrés sur des vieilles histoires, ça ne compte pas. C'est pour ça qu'on combat les fake news. C'est pour ça qu'on combat les démocrates destructeurs. C'est pour ça qu'on combat les faussaires. Ce groupe-là, rempli de faussaires qui propagent des sources anonymes venant de fuyards avec des comptes à régler. Et ensuite, ils assemblent tout ça comme si c'était une info. As-tu entendu là-dedans une quelconque dénégation? A-t-il nié avoir publié les plans militaires sur ce site non sécurisé? Parce que s'il l'a fait, il a mis en danger des pilotes de chasse. Et comment crois-tu que les militaires réagissent à une réponse sarcastique comme celle qu'on vient de voir? Je ne peux pas parler pour. Notre armée, comme tout le reste, est devenue très politisée. Il y a aujourd'hui des officiers qui soutiennent le président coûte que coûte, le secrétaire à la défense coûte que coûte, pour des raisons politiques. L'armée n'est pas censée être politisée. Elle est censée être apolitique, non partisane, ce qui signifie qu'ils doivent tout évaluer avec une perspective professionnelle. Et une dimension essentielle du professionnalisme, c'est de respecter les protocoles de sécurité standards pour manipuler des informations classifiées. Et si le secrétaire à la Défense, le numéro 1 du département de la Défense, piétine ces protocoles, fait ce qu'il veut, fait des choses qui vaudraient à n'importe qui d'autre d'être viré, passé en cour martiale, peut-être même envoyé en prison, et qu'il reste là sans prendre la moindre responsabilité. C'est extrêmement mauvais pour le moral dans le département de la Défense. Comme je l'ai dit, certains officiers adoreront Trump coûte que coûte, mais ce n'est pas leur mission. C'est leur opinion personnelle. Leur mission, c'est d'être loyaux envers la Constitution et les États-Unis, pas envers un président.
Et si Pete Hegseth est coupable de tout ça, et comme tu l'as dit, il n'y a eu aucune dénégation. Et c'est difficile de parler de sources anonymes quand on sait exactement qui sont les trois personnes citées. Ce sont des accusations très précises qui semblent étayées par des preuves solides. Au mieux, il peut dire que c'est une vieille affaire. Peut-être. Mais les délais de prescription pour les violations de sécurité sont toujours valables, M. Hegseth. Et je peux te garantir que si un certain major Scott Ritter avait fait ça, on m'aurait retiré mes habilitations de sécurité. Il y aurait eu une enquête et je pourrais très bien me retrouver en prison. Quel est ton point de vue en passant maintenant à l'Iran sur ce qui s'est passé ce week-end? Il semble qu'à Rome, lors des négociations, je crois que c'était à Rome, d'après le ministre iranien des Affaires étrangères, on soit presque revenu au JCPOA, là où Witkoff en était la première fois. On dirait qu'ils sont parvenus à ce qui, à ton niveau, serait considéré comme le bon niveau technique d'enrichissement, d'équipement et ce genre de choses. Est-ce que je me fais des illusions parce que je suis optimiste et que je veux un règlement pacifique plutôt qu'une attaque menée par Netanyahou? Non, je pense que c'est bien la direction qu'on prend. Je pense que la base, c'est le JCPOA, ce qui veut dire revenir à l'accord de 2015, où l'Iran était autorisé à enrichir jusqu'à 3,6 ou 3,7%, juste assez pour alimenter les barres de combustible utilisées dans le réacteur nucléaire de Bushehr. Et cette capacité serait calibrée en fonction des besoins, c'est-à-dire que leur capacité d'enrichissement serait ajustée aux besoins réels. Je pense aussi qu'un autre élément inclus ici serait l'absence de clause de caducité, c'est-à-dire qu'on retirerait la possibilité d'une expansion incontrôlée à long terme, car c'est précisément à cause de ces clauses de caducité que Donald Trump mit fin au JCPOA au départ. Mais je pense que l'Iran a été clair sur une ligne rouge, son programme nucléaire. Cela signifie qu'il doit être autorisé à conserver une capacité d'enrichissement. Et au départ, Steve Witkoff avait parlé uniquement de ce seuil de 3,65%, 3,7%. Il est ensuite revenu là-dessus sous la pression des Israéliens, etc., pour aller vers un enrichissement zéro. Mais l'enrichissement zéro, bien sûr, c'était aussi le point de départ d'Obama. Je pense qu'ils tiennent là les fondations d'un accord. Et c'est un bon accord, pour peu qu'on soit intelligent. Si les Iraniens sont réellement prêts à faire cela, alors c'est exactement ce que je dis depuis le début qu'ils devaient faire. Et c'est une très très bonne décision de leur part. Et ce serait intelligent de la part de l'administration Trump d'adhérer à cela. Si Trump peut obtenir cet accord, limité à 3,6 ou 3,7%, ajusté aux besoins réels de l'Iran, sans clause de caducité, sans possibilité d'accumuler de l'enrichissement ou de disposer de centrifugeuses au-delà de ce qui est nécessaire pour produire le combustible requis aujourd'hui. Et on peut même imaginer des arrangements avec les Russes où ils retireraient l'uranium enrichi en excès par rapport aux besoins de l'Iran. C'est un meilleur accord. Et un accord qui ne s'auto-annule pas avec le temps, donc un accord dont on pourrait réellement parler sur le long terme. Et on aurait la paix, parce que c'est bien ça l'enjeu. Si le problème de Trump, ce sont les armes nucléaires, alors l'accord qu'ils sont sur le point de conclure à Rome, c'est la solution. Et je suis très optimiste à ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire. Israël fera tout pour faire capoter l'accord. On entend déjà des responsables israéliens dire « Si vous signez cet accord, nous attaquerons unilatéralement le programme nucléaire iranien, une attaque ciblée. » Je ne vois pas les États-Unis permettre que ça se produise. Mais les Israéliens visaient l'option zéro, parce qu'ils croient que les Iraniens n'accepteraient jamais ça. Et ça leur donnerait le prétexte pour que les États-Unis bombardent l'Iran, ce qu'Israël a toujours voulu. L'accord qui est en train de prendre forme, ce n'est pas ce que veut Netanyahou.
Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est Donald Trump. Et ce sera un test de la force de Trump à Washington, car il devra franchir de nombreux obstacles pour finaliser cet accord. Il y a beaucoup de gens à Washington qui soutiennent Israël, beaucoup de lobbies, de think tanks, etc. Mais je vais te le dire, en tant que quelqu'un qui suit ce dossier depuis longtemps, la voie de négociation empruntée par Steve Witkoff, c'est du niveau prix Nobel de la paix. C'est le genre d'initiative que le monde devrait applaudir, parce qu'on s'éloigne d'une guerre qui aurait été dévastatrice pour toutes les parties concernées. Eh bien, je comptais justement te demander ce que tu pensais que Netanyahou allait faire. Je ne sais pas. Est-ce que Trump a la capacité? Ce serait soit de la persuasion morale, soit un bibi, tu ne reçois plus de matériel militaire. Est-ce que Trump a la force de lui dire non, pas touche à l'Iran, c'est l'accord qu'on veut, c'est l'accord qu'on va signer? Ou bien, en tenant compte de tous les autres facteurs, les lobbies, les donateurs, tout ça, est-ce que Trump va céder? C'est la question à $1 million. Je pense que Trump a ce qu'il faut pour tenir tête à Benjamin Netanyahou. Il n'aime pas Benjamin Netanyahou. Il a encore rappelé qu'il avait posté 2 extraits de Jeffrey Sachs très critiques envers Netanyahou, notamment sur la façon dont Netanyahou et Israël ont embarqué l'Amérique dans des conflits au Moyen-Orient qu'on ne voulait pas. On ne veut pas d'une guerre contre l'Iran. Et là, on est face à une situation où Netanyahou essaie de nous embarquer dans une guerre qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, alors qu'on est en train de négocier un bon accord pour l'éviter. Je crois sincèrement que Trump est capable de dire non à Netanyahou. Mais est-ce qu'il saura résister à la pression intérieure? C'est une autre question. Il a lui-même créé ses propres complications en voulant tout gérer en même temps. On a cette histoire de tarifs douaniers, potentiellement une guerre commerciale avec la Chine, où il faut que d'autres acteurs interviennent. Et ça ouvre la porte à des situations où certains diront « Ok, on t'aide là-dessus, mais tu dois faire X, Y, Z ». Et ça pourrait déboucher sur une situation où il n'a plus la même détermination politique sur le plan intérieur. En ce qui concerne Netanyahou, il n'y a pas débat. Il lui dira non. Ok, tu as mentionné Jeff Sachs, qui sera dans l'émission dans une demi-heure. Jeff nous a envoyé un article d'un média appelé Drop Site News. Je ne connaissais pas cette personne. Il semble que ce soit une femme nommée Mirav Serin, M-I-R-A-V-C-R-N, citoyenne américano-israélienne, ancienne responsable dans l'armée israélienne IDF, qui vient d'être nommée par Trump au Conseil national de sécurité. Pourquoi avoir nommé une ancienne militaire israélienne au Conseil national de sécurité des États-Unis? Eh bien, on a bien eu Fiona Hill à un moment donné. Elle est britannique et aussi sioniste. Le Conseil national de sécurité relève, même si on dit que c'est Trump qui l'a nommé, je crois que la personne responsable de cette décision, c'est Michael Waltz, qui est un fervent sioniste, très pro-israélien, et qui est en train de former son équipe. Le président approuvera probablement la nomination, parce qu'honnêtement, cette équipe n'a pas vraiment d'importance. Donald Trump fera ce que Donald Trump veut faire. Très bien. Alors ce texte que Jeff nous a envoyé de ce site responsiblestatecraft.org et aussi de Dropsite News, je ne connaissais aucun des deux, dit ceci selon Scott, ancienne responsable israélienne en charge du bureau Israël-Iran à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, le bureau Israël-Iran? Ce bureau est responsable de la coordination de toute la politique des États-Unis concernant Israël et l'Iran. Donc, quand il y a une réunion interministérielle, le Conseil national de sécurité est un organe consultatif. Le conseiller à la sécurité nationale et le conseiller
Le président donne ses directives. Le conseiller à la sécurité nationale réunit d'abord ses responsables de bureau, il les consulte, puis il élabore un programme. Ensuite, il convoque les ministres. Il est lui-même un ministre. Ça veut dire que les autres sont le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État, etc. Il leur dit voilà ce que veut le président. Ensuite, les ministres repartent dans leurs départements respectifs. Chacun a ses propres cellules d'analyse, ses groupes consultatifs. Ils élaborent une proposition. Ils la présentent au Conseil national de sécurité. Si cela concerne Israël et l'Iran, cela passe par le bureau Israël-Iran. Cette personne sera donc responsable de recevoir les contributions et de les transformer en une position consensuelle, ensuite transmise au niveau des sous-directeurs pour affinement. Donc cette personne devient le chef d'orchestre de la politique israélo-iranienne au nom de Michael Waltz. C'est une position très influente, mais au final, cette personne n'est pas une décideuse politique, c'est une formatrice de politique. Elle peut insister sur certains aspects plus que d'autres, mais son rôle est de recevoir les données venant de différentes sources, puis de les coordonner pour en faire une politique applicable. Mais pourquoi ce poste devrait-il être occupé par une ancienne militaire de l'armée israélienne? Et comment peut-on affirmer que cette personne agit dans l'intérêt des États-Unis ou qu'elle puisse être impartiale entre l'Iran et Israël, alors qu'elle a été officier dans l'armée israélienne? Je ne pense pas que qui que ce soit prétende cela. Je n'ai entendu personne affirmer ça. Je pense que c'est la même chose au département d'État. Il suffit de regarder les diplomates de carrière ou les fonctionnaires civils qui gèrent les dossiers États-Unis-Israël. Ils sont tous juifs et tous affiliés à des groupes de conseil juifs américains ou sionistes américains. Ils sont tous pro-Israël. Certains ont la double nationalité. Les Israéliens ont pris ce dossier en main depuis longtemps. Ils ont vraiment fait un effort concerté dans les années 70-80 pour évincer les arabistes. À l'époque, il y avait tout un cercle de diplomates qui avaient fait leurs armes dans les rues des différentes capitales arabes de la région. C'était, je crois, dans les années 70, quand on essayait de vendre des AWACS à l'Arabie saoudite, que le lobby pro-israélien a dit « il faut qu'on prenne le contrôle de tout ça ». Ils ont alors lancé une guerre contre les arabistes présents au département d'État et ailleurs, et ils les ont évincés. Aujourd'hui, ils ont littéralement détourné l'appareil décisionnel de la politique étrangère des États-Unis. Et ce n'est pas propre à Donald Trump. C'était pareil sous Joe Biden, pareil sous Obama. Le lobby pro-israélien a détourné la politique étrangère et de sécurité nationale. Depuis un bon moment maintenant. Avant qu'on conclue, deux colonels à la retraite ne sont pas d'accord. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Chris, le colonel Davis et le colonel McGregor. Quel pays au monde peut voir son ambassade détruite dans un autre pays et subir un assassinat dans sa capitale le jour d'une investiture sans entrer en guerre? Pourtant, c'est exactement ce que l'Iran n'a pas fait, parce qu'il n'en a pas les moyens. Ça devrait vous faire réfléchir. Attendez une seconde. Attendez une seconde, c'est totalement faux. Quelle partie? Faux, faux, faux. Ils n'ont pas les moyens de faire la guerre? Il faut regarder attentivement l'Iran. L'arsenal de missiles de l'Iran est énorme. Ils pourraient raser Israël en une journée. Ils ont les moyens de faire la guerre. Mais ils ont choisi à maintes reprises de ne pas faire la guerre. Et je l'ai dit 1000 fois, personne au Moyen-Orient ne veut la guerre, à part Israël et les États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Le colonel McGregor a 100% raison. D'abord, ce qu'ont fait les Israéliens était une provocation contre l'Iran. Mais la réponse iranienne, qui était au départ nommée Opération Vraie Promesse, l'attaque initiale puis Vraie Promesse 2, visait à établir que la dissuasion balistique de l'Iran est une réalité. Donc le colonel Davis a complètement tort.
L'Iran a bel et bien attaqué Israël, mais de façon à ne pas détruire Israël, car, comme le dit le colonel McGregor, l'Iran ne veut pas la guerre. Mais il fallait faire quelque chose. L'idée que l'Iran n'a rien fait après que son consulat ait été bombardé à Damas ou après l'assassinat de Haniyeh le jour de l'investiture à Téhéran, c'est juste absurde. L'Iran a fait tout ce qu'il fallait. Il a démontré que les systèmes de défense antimissiles israéliens étaient inefficaces, qu'ils pouvaient être pénétrés comme un couteau chaud dans du beurre, même renforcés par les puissants systèmes américains, satellites, navires, avions compris. Les missiles iraniens ont traversé, ont atteint les cibles visées, non pas pour détruire Israël, mais pour créer une dissuasion stratégique basée sur les missiles balistiques. Et ils ont réussi. Le colonel McGregor a totalement raison. Si l'Iran le voulait, il pourrait lancer une salve de missiles balistiques suffisante pour infliger des dégâts énormes à Israël, voire des dégâts létaux pour une nation. Donc le problème, ce n'est pas que l'Iran ne peut pas, c'est que l'Iran ne veut pas, parce qu'il ne cherche pas la guerre. Exactement ce que disait le colonel McGregor. Pour ceux qui ne connaissent pas ton nouveau livre, parle-nous-en un peu, Scotty. Le livre, c'est The Highway to Hell. C'est un ouvrage sur les dangers de la guerre nucléaire et la course aux armements actuels. Je couvre la période de 2015 à 2024. Et on suit en temps réel l'analyse de chaque étape, parce que ce livre est une compilation d'articles écrits entre 2015 et 2024 sur la politique de contrôle des armements des États-Unis, sur la façon dont on a abordé le traité INF, notre retrait de celui-ci, comment on a traité le traité New Start, etc. Chaque article est écrit avec le regard neuf du moment. Ce n'est pas un historien qui revient sur les événements après coup, c'est l'émotion brute de l'instant, et on la suit jusqu'au présent. L'objectif du livre, encore une fois, c'est d'informer les gens et de les sensibiliser aux dangers de l'arme nucléaire, au risque de guerre nucléaire et à l'absolue nécessité du désarmement et du contrôle des armements. C'est un livre remarquable, comme tu le sais. À ta demande, je l'ai lu et j'ai rédigé un commentaire que tu as publié, et j'ai été ravi de le faire, pas seulement parce qu'on est amis et collègues, mais parce que ce livre mérite profondément d'être lu. Scotty, merci infiniment, mon cher ami. Ce fut un plaisir. Merci d'avoir adapté ton emploi du temps à mon agenda aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.